Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La grande signature des films Marvel, ça a toujours été les scènes post-génériques. Et pourquoi ça? Parce qu'elles incarnent des marqueurs de continuité, des promesses pour le futur de la saga et les conséquences qui vont venir avec. Avec la saga du multivers, Marvel dans son ambition a décuplé toutes ses promesses pour, à l'image des comics, nous proposer un univers vaste et connecté. L'installation de l'horreur avec la rencontre de Blade et de Dane Wiseman, l'exploration du passé cosmique avec l'arrivée d'Eros, le frère de Thanos au sein des Éternels, le retour de plusieurs personnages présentés au sein de leur contenu dédié. Le MCU adore laisser des portes ouvertes et actuellement c'est vrai qu'on a beaucoup d'intrigues laissées en suspens, c'est même presque un sujet de vanne. Sauf que pour la plupart, eh bien ce n'est qu'une question de temps à vrai dire. Marvel y répondra soit dans la conclusion de la saga avec les films Avengers, soit juste après. Néanmoins, il existe une porte ouverte qui, quant à elle, s'est vraiment fait oublier. Une intrigue qui, actuellement, là, aujourd'hui, n'est plus un mystère en attente ou un simple retard. C'est carrément un véritable sacrifice narratif et ce que je considère moi comme l'une des plus grandes erreurs du Marvel Cinematic Universe. Cela se passe dans la saga de l'infini et plus précisément chez mon héros préféré, Doctor Strange. Ok, nous sommes en 2016 et Marvel vient de sortir son nouveau long métrage nommé Doctor Strange. Un film très important pour la firme, car d'après Kevin Feige, le président, grand amateur du mystique dans la saga, c'est ici la première véritable entrée pour les spectateurs dans l'aspect surnaturel du MCU. But there always is a very important supernatural side to the Marvel comics, and we haven't touched on that really. And Doctor Strange is our perfect entry point into that. Et pour cause, en opposition aux aventures plus terre-à-terre de héros comme Iron Man, Captain America ou même Spider-Man, on nous présente ici Stephen Strange, un neurochirurgien, un scientifique, qui va devenir un véritable homme de foi. L'objectif est clairement de nous faire adhérer à l'idée que Marvel, et donc le MCU, est un univers encore bien plus vaste qu'on l'imaginait. Et pour ce faire, Kevin Feige a fait appel à Scott Derrickson, un réalisateur très expérimenté dans le domaine de l'horreur, pour apporter sa vision et sa créativité dans ce prochain virage du Marvel Cinematic Universe. Toutes les valves sont ouvertes. On découvre enfin une forme de pouvoir, une maîtrise magique et fantastique, les arts mystiques, permettant à ses utilisateurs de générer des armes, des boucliers et toute autre sorte de sortilèges. On nous parle pour la première fois de multivers, l'idée que nous ne sommes pas seuls, et mieux que ça, qu'il existerait une panoplie de dimensions alternatives, là où les sorciers tirent leur énergie mystique. La dimension noire et la dimension miroir sont montrés. Et enfin, si tous les héros que l'on connaît défendent la Terre de menaces physiques, eh bien, il s'avère que les sorciers de Camartage, quant à eux, protègent le monde de l'invisible, des menaces extradimensionnelles. Bref, c'est tout un pan qui est installé, un lore riche et tout nouveau pour l'univers des films. Et qui de mieux que Doctor Strange, l'un des héros les plus iconiques du surnaturel dans l'univers papier, pour installer tous ces nouveaux concepts. C'est bien là le plus intéressant, car pour installer la magie dans le MCU, qui avait à peine été effleuré avec des personnages comme Wanda, Marvel s'est servi de Doctor Strange, destiné à prendre une place très importante via ce nouvel environnement, juste avant l'arrivée d'Avengers Infinity War et Endgame qui va réunir tout le monde. Par conséquent, nous avons ici une origin story. Plus qu'un film introduisant le surnaturel, pour installer tous ces nouveaux concepts, Marvel se sert de l'histoire papier de Stephen Strange et donc de plusieurs personnages qui l'ont accompagné ou affronté durant ses premières aventures. C'est comme à chaque fois une adaptation. Un récit, un film qui se base sur les comics Marvel, comme rappelé dans les crédits. Outre Doctor Strange, The Oath, une courte saga qui a inspiré la scène prototype du film où Steven aide l'infirmière à le soigner d'une blessure par balle depuis sa forme astrale tout en combattant un assaillant, ou encore le graphic novel Into Shabala qui inspire la direction artistique du film et l'ambiance psychédélique propre au récit de Doctor Strange,
Le long métrage, dans son scénario, tire ses références des toutes premières apparitions du sorcier dans les années 60 via les comics Strange Tales. De la même manière qu'au cinéma, on découvre Stephen Strange, le plus grand chirurgien de son époque, se faire refuser l'entrée par l'Ancien pour se faire soigner. Et c'est parce que Strange doit prouver sa valeur. Terriblement arrogant, tourné sur lui-même et l'argent, il était originellement un docteur exécrable qui ne trouvait aucun intérêt à aider les petites gens s'il n'y avait pas de gloire, de reconnaissance ou de récompense à la clé. Jusqu'au jour de son accident de voiture qui va sévèrement endommager les nerfs de ses mains, l'obligeant à carrément arrêter sa carrière. L'illustre Doctor Strange ne peut plus opérer, et ce dernier va tomber dans une terrible dépression avant qu'au fond du gouffre, il découvre et décide de s'en remettre à la magie comme tout dernier espoir, bien qu'il n'y croit pas en allant à la rencontre de l'Ancien. Tout ça, nous l'avons vu, c'est à la limite du copier-coller par rapport aux comics. Pourtant, c'est là qu'une divergence très importante va apparaître. Après une longue discussion, l'Ancien va appeler son disciple Mordo pour guider Strange à sa chambre et commencer son initiation. Mais malheureusement, Stephen va faire la découverte que l'Ancien se fait continuellement attaquer par des puissances maléfiques qui, sur le temps, l'épuisent et le rendent malade. C'est ici la grande révélation. Mordo, le disciple de l'Ancien, enchaîne des rituels où il fait appel à un certain Dormammu pour nuire à son maître et tenter de prendre sa place. Se révélant empathique, Strange va donc souhaiter au bout du compte apprendre la magie pour contrer Mordo et épauler l'Ancien qui a bien évidemment connaissance des agissements de son disciple malveillant qu'il préfère garder auprès de lui pour éviter qu'il ne fasse du mal ailleurs. Tout ça, c'est très intéressant car c'est la présentation de Mordo en tant que futur ennemi juré et récurrent de Doctor Strange. Ils sont tous les deux des disciples de l'Ancien. Ils sont tous les deux des humains et c'est important de le souligner car cela permet de les rapprocher pour mieux les confronter. Surtout que dans le monde magique, ils affrontent beaucoup de créatures bizarres, etc. Mordo incarne vraiment le miroir déformant en fait de Doctor Strange, comme c'est le cas chez plusieurs autres héros, par exemple Reed Richards avec Doctor Doom. Sauf que dans le film, ce rôle va en quelque sorte être attribué à un autre personnage. Bien que Mordo soit présent et joue un grand rôle dans le développement et l'évolution de Strange, le disciple dissident de l'Ancien est incarné par Caecilius, accompagné de ses zélotes, qui a volé d'anciens rites pour pactiser avec Dormammu, ce conquérant des dimensions qui vit dans la dimension noire. Toute l'histoire de Mordo sur papier est usurpée. La trahison envers l'Ancien, la prise de contact avec Dormammu, l'exploitation des pouvoirs de la dimension noire, agir sous les ordres du monstre extradimensionnel, même le bannissement par Dormammu à la fin du combat, toute cette histoire appartient à Mordo, le plus grand rival de Strange, et qui permettait un 2 contre 2 symbolique, l'Ancien et Stephen contre Mordo et Dormammu. Caecilius n'est originellement quant à lui qu'un antagoniste de 3e zone dans les comics. C'est un simple laquais, un sbire temporaire de Mordo lui-même. Alors, pourquoi ce choix ? C'est la question à 1 million d'euros. Eh bien l'objectif était de proposer ici Caecilius pour faire de Mordo une entité plus profonde et qui va agir sur le long terme. Je m'explique. En réalité, Mordo a été préservé. Comme dit plus tôt, l'objectif du film était d'installer le surnaturel et la magie dans le MCU, en plus de mettre en valeur et présenter Doctor Strange pour le futur de la saga. Et par conséquent, il y avait une véritable limite et contrainte de place pour tout aborder. Ce sont les mots de Scott Derrickson lui-même, le directeur du film. Et ce que cela veut dire, eh bien c'est qu'il y a un objectif de construction derrière. On ne veut pas gâcher Mordo. On veut lui apporter de la profondeur avec un rôle plus secondaire ici. On veut faire comprendre au spectateur pourquoi il va pivoter et Caecilius prend donc le rôle d'antagoniste cliché qui sert de cause au début du film et qui meurt à la fin. Et c'est totalement ce qu'ils ont fait. Mordo nous est présenté comme un disciple, un allié, voire un mentor pour Strange. Et de la même manière que dans les comics, telle une première étape de leur histoire, nous les voyons évoluer, faire face à l'adversité ensemble, jusqu'à ce que la moralité de chacun les pousse à prendre des chemins différents et s'opposer comme devant un miroir déformant.
C'est l'un des messages profonds du film. Avec les arts mystiques, les humains ont accès à une forme de pouvoir immense capable de défier les lois naturelles de l'existence. Comment donc faire le bien devant une telle responsabilité et des entités qui ne s'intéressent qu'au pouvoir au détriment des autres? Eh bien, c'est là la divergence. Comme dit par l'ancien, il faut savoir par moments briser les règles pour servir le bien commun. C'est d'ailleurs pourquoi elle se servait de l'énergie de la dimension noire, une leçon très largement assimilée et complètement marquée par la personnalité de Strange. Sauf qu'à l'inverse, Mordo ne voit pas les choses de cette manière. Mordo's soul is rigid and unmovable, forged by the fires of his youth. C'est toute la saveur du film Doctor Strange. Les révélations de l'ancien tracent ici au même moment la route de nos héros opposés. Strange comprend les contradictions morales de l'ancien. Mais pour Mordo, fondamentaliste, c'est une véritable trahison. Suivant un code moral qui l'a rendu inflexible, c'est pour lui très violent de découvrir que celle qui l'a guidé depuis toujours est en réalité une tricheuse. We broke our rules just like her. The bill comes due. Plus que l'installation d'un vilain, Mordo prend ici un rôle de vision morale alternative concernant la magie. Marvel, avec ce dernier, humanise le conflit mystique face à Strange. Trop de personnes fragilisent l'existence et ne respectent pas les lois naturelles. Il y a trop de sorciers. Le monde doit en être nettoyé. Affirmé dans ce nouveau chemin extrême, la scène post-générique du film vient conclure l'arc narratif de Mordo en tant que disciple, pour en faire un véritable antagoniste. Engagé dans une croisade contre les utilisateurs de la magie, ce dernier neutralise les pouvoirs de Jonathan Pangborn, un homme qui se servait simplement des arts mystiques pour retrouver l'usage de son corps. Too many sorcerers. C'est une véritable construction, un build-up. Mordo, c'est l'iconique ennemi de Doctor Strange sur le plan humain, au même titre que Dormammu l'incarne sur le plan mystique. Et là, on a absolument tout en vrai. Un arc moral puissant, une trahison idéologique pour l'opposer à Strange, en plus qu'ils ont déjà une relation personnelle tous les deux. Une scène post-générique très forte qui annonce très clairement la couleur. Ça y est, Mordo à ce moment-là, c'est le nouveau vilain iconique pour Doctor Strange. Mais alors du coup, que s'est-il passé? Pourquoi nous n'avons jamais eu ça? Que s'est-il passé avec Mordo? Eh bien, la réponse est plus simple qu'on le pense, c'est le multivers. Nous sommes après la saga de l'infini. L'univers Marvel vient de vivre une véritable apothéose où nos héros ont vécu la plus grande aventure de toute leur vie. Tony Stark vient de s'éteindre, Steve Rogers a pris sa retraite et Doctor Strange a combattu à tour de rôle Dormammu le conquérant cosmique et Thanos le titan fou porteur des pierres de l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant après tout ça? Eh bien, on va plus loin. C'est la phase 4, le début de la saga du multivers. On doit aller bien au-delà de la saga de l'infini. Marvel a clairement les dents longues. L'objectif est de multiplier les productions, concevoir des nouveaux formats, amener plein de nouveaux personnages. Et inévitablement, le second film de Doctor Strange devient donc un porte-étendard. Au milieu des nouveaux, Steven représente un Avengers majeur de la saga de l'infini, qui a eu un grand rôle dans la conclusion. Il est une référence. Et en plus de ça, eh bien, c'est le meilleur personnage pour explorer la nouvelle thématique, le multivers, l'exploration massive des réalités alternatives, d'autres univers tout aussi différents les uns des autres. Et cela justifie la présence de Sam Raimi pour remplacer Scott Derrickson en tant que réalisateur. Il est un parrain du MCU avec ses films Spider-Man, qui s'est largement fait connaître au départ via ses films d'horreur. Marvel veut du marquant, du psychédélique. Ils prennent des risques avec ces nouvelles productions. Doctor Strange 2 doit donc rassembler et proposer du très grand spectacle. Pour ce faire, eh bien déjà on ramène Wanda dans l'équation.
la Scarlet Witch devenue elle aussi avec le temps une nouvelle grande héroïne de Marvel après la première vague dans la saga de l'infini. Mieux que ça, bien que l'idée de base, le tout premier script était l'union de Wanda et Strange face à Nightmare, l'incarnation de la peur et des cauchemars, le tout premier ennemi papier de Steven à travers les réalités du multivers, on va finalement adapter l'arc Disassembled où Wanda devient la méchante, lui donnant une profonde colère à cause de la corruption du Darkhold et la perte de ses enfants. Et qui dit multivers de folie, dit grande révélation. C'est l'occasion d'amener des héros alternatifs et préparer le terrain pour un événement de grande ampleur. Adaptons les Illuminati issus de l'arc Time Runs Out, un récit papier pleinement lié au multivers qui installe la grande confrontation multiverselle Secret Wars. The Illumawati? Et c'est là que le couac arrive. Personnellement, j'adore Multiverse of Madness, c'est mon film préféré de la phase 4. Cependant, il y a des critiques qui sont entendables. C'est un film qui s'écarte volontairement de Doctor Strange et ses histoires d'origine, ses histoires papier pour élargir et faire avancer le MCU globalement. Et le premier qui va en pâtir n'est autre que Mordo. Michael Waldron, le scénariste du film, le dit lui-même, Mordo et sa scène post-générique dans le premier film ne correspondaient pas à l'histoire que nous avions envie de faire. Mordo n'est pas suffisant pour l'ambition actuelle de Marvel. La barre est trop haute. Il faut l'écarter. Cependant, on ne peut pas frôler l'incohérence non plus. Avec l'univers 838, cette nouvelle réalité très similaire à la nôtre qui présente les Illuminati, on va amener un Mordo alternatif pour compenser. Un Mordo différent puisqu'il ne s'agit pas d'une autre, mais très semblable dans son essence. Il est là pour représenter l'opposition de Strange, même dans cet autre univers. Et pour répondre au premier film qui mettait en place une tension inévitable, les deux protagonistes vont s'affronter dans ce second film pour marquer la continuité. Et l'utilité s'arrête là. Le Mordo présenté dans le premier film s'est fait écarter et un autre Mordo alternatif, un variant, est présent pour refléter un semblant de continuité en apparence. Et ce n'est même pas le pire dans cette histoire, car dans l'une des premières versions de Doctor Strange 2, Mordo était effectivement prévu. En tant que chasseur de sorciers autoproclamé, ce dernier, dans sa quête de réduire le nombre d'utilisateurs de la magie, aurait fini par rencontrer Wanda pour la confronter. Un affrontement terrible où ce dernier se serait fait massacrer puis décapiter par la Scarlet Witch. Une scène de début de film qui a été supprimée, jugée non nécessaire, ralentissant le scénario et qui surtout aurait révélé bien trop rapidement la dangerosité et les intentions de Wanda dans le récit. Donc, pour résumer, nous avons le plus grand rival humain de Doctor Strange, Mordo, qui prête son histoire des comics à un vilain de seconde zone, destiné à durer le temps d'un film, dans le but de construire en profondeur son développement, ses motivations et sa relation avec Strange, au point de lui accorder une scène post-générique dédiée, pour finalement l'écarter hors caméra au profit du multivers et de ses concepts. Nous pourrions très largement considérer ceci comme une erreur, libre à vous d'en juger, mais le personnage de Mordo a complètement été négligé et oublié. Cependant, la situation n'est pas définitive. Comme toujours, il y a une lueur d'espoir. Et en vrai, le fait d'avoir supprimé la scène où Mordo se fait tuer par Wanda et qui du coup n'apparaît pas dans le film, était probablement la meilleure décision à faire, parce que ça veut dire que Mordo est toujours là quelque part. Comme le dit Chiwetel Ejiofor, l'acteur du personnage, l'histoire de Mordo a simplement été mise en pause avec Multiverse of Madness. Il y a désormais toujours un espoir que l'antagoniste revienne à l'avenir. Nous avons besoin d'un Doctor Strange 3. Il est toujours difficile de définir l'avenir, mais incarnant désormais l'un des Avengers pionniers avec la saga du multivers, un héros dont le film fait partie de ceux qui ont le mieux marché au box-office dans les nouvelles phases, un troisième long métrage situé après Secret Wars dans une nouvelle saga n'est pas une idée dénuée de sens, loin de là. Surtout que si Doctor Strange 3 il y a un film situé après la saga du multivers, ce dernier devrait très logiquement retourner à la source et recoller plusieurs morceaux de l'histoire de base. Et pour preuve, on parle de Mordo depuis le début, mais un autre personnage de l'histoire de Stephen Strange a subi le même traitement. C'est Clea. Dans les comics, Clea, c'est la relation amoureuse de Doctor Strange, un personnage qui est introduit dès l'apparition de Dormammu sur papier, puisque Clea,
vit dans la dimension noire. Elle est la nièce du conquérant. De la même manière que Mordo, la jeune femme s'est faite remplacer par une autre pour construire Strange narrativement sur le plan des émotions et de l'amour, afin qu'il soit prêt pour une véritable histoire. On parle bien entendu de Christine Palmer. Une protagoniste presque inconnue à la base dans les comics et qui n'a rien à voir du tout avec Doctor Strange. Elle est simplement un prétexte, une première marche pour que Steven comprenne ses sentiments et évolue avant de rencontrer Clea, celle avec qui il va pouvoir véritablement se développer. Et en plus, l'arrivée de Clea, c'est donc également le retour de la dimension noire et de Dormammu. Marvel va devoir nous en apprendre plus sur les dimensions et ce royaume qui en réalité est composé de vie et de gens. Une occasion unique de nous ramener au passage Mordo pour nous proposer un véritable film lié au personnage phare de l'entourage de Strange. Et je dois vous dire, en révéler plus sur la dimension noire, c'est aussi le moyen d'en apprendre plus sur la sœur de Dormammu pour compléter comme il faut le lore de Stephen Strange. Une certaine Umar, une femme qui sur le long terme se lie amoureusement à Mordo. Il nous faut une apothéose après toutes ces constructions pour rendre justice aux personnages importants de l'histoire de Strange. Mais les théories Doctor Strange 3, on se réserve ça pour une prochaine vidéo. En vrai, nous ne sommes sûrs de rien. Peut-être que nous ne reverrons jamais Mordo, mais bon. Je me dis que si après 17 ans, Marvel nous a ramené le leader qui était apparu dans l'incroyable Hulk de 2008 pour Captain America 4 Brave New World, je pense que ce n'est pas exagéré de imaginer son retour. En tout cas, c'est vraiment ici l'un des plus grands oublis du MCU, une sorte d'erreur narrative qui a vraiment fragilisé le personnage et certains éléments du récit. C'est bête à dire, mais Mordo dans le premier film nous propose une véritable montée en puissance, c'est une véritable construction. Il devait prendre un rôle capital. Et c'est terrible car nous n'avons jamais eu aucune info, on n'a jamais su s'il a finalement neutralisé certains sorciers, s'il a évolué. Doctor Strange, lui, il a complètement upgrade. Il s'est beaucoup amélioré dans ses pouvoirs, il maîtrise beaucoup de choses maintenant, donc si Mordo revient, il va falloir le faire avancer, il va falloir le monter en puissance pour qu'il puisse enfin véritablement affronter Strange, parce que finalement ce n'est jamais arrivé concrètement. Mordo doit à partir de maintenant devenir le Baron Mordo, comme dans les comics. Voilà, j'attends vos avis en commentaire. Bon après, disons les termes, je me doute que plusieurs d'entre vous ne voient pas spécialement d'intérêt dans le personnage de Mordo, ou même dans son retour, ce que je peux comprendre. L'idée était simplement ici de vous partager ce que j'estime moi être l'une des plus grandes erreurs et l'une des plus grandes fragilités proposées par le MCU. Ce que l'on pourrait qualifier de gâchis. Après, le temps n'est pas fini. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, un petit boost si vous avez, ça fait toujours plaisir, et puis un petit commentaire. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous pose une question, tiens, je serais très curieux de savoir, est-ce que vous voudriez plus voir le retour de Mordo ou le retour de Clea? En attendant, je vous renvoie vers ces deux vidéos si vous voulez rester en ma compagnie. Les amis, c'était Argorok, merci à tous, allez, ciao tout le monde.